Excellente matinée à toutes les personnes qui nous écoutent. Bienvenue dans cette nouvelle exploration matinale de l'actualité en Afrique de l'Ouest. Je dois d'abord mentionner que cette émission est sponsorisée par ProWave AI et qu'elle est entièrement générée par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Oui, bonjour à notre audience. Et pour donner un peu de contexte sur Stylo News, il faut savoir que c'est la version grand public du logiciel Stylo Intellops. C'est un outil de synthèse de niveau entreprise qui est normalement réservé aux opérations gouvernementales, militaires ou aux grandes stratégies commerciales. Absolument. Donc les personnes qui suivent notre émission bénéficient vraiment d'un accès unique à une technologie conçue pour les décideurs mondiaux. Tout à fait. C'est du renseignement en temps réel, mais rendu accessible à tous. Et nous en aurons bien besoin aujourd'hui en ce 13 mai 2026. Le titre de notre dossier est lourd, je cite. Le Mali au bord du gouffre, les avancées du GNIM alors que les forces russes se retirent de Kidal. C'est un sujet complexe. Très complexe, oui. Notre mission est d'analyser de manière très factuelle les événements stupéfiants des 2 dernières semaines, d'identifier les modèles d'action, les impacts à toutes les échelles et de voir quelles sont les perspectives d'avenir. Avant de commencer, je me dois de faire un avertissement de neutralité très important. Les documents que l'IA de Stylo News a compilés pour nous aujourd'hui contiennent des opinions politiques extrêmement polarisées. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. On y trouve des discours pro-russes enflammés, des positions pro-occidentales ou même des narratifs anti-gouvernementaux très virulents. Je vais être très clair, aucune position n'est approuvée ici. Absolument aucune. Notre mission est strictement d'examiner impartialement les faits, les options tactiques et les différentes perspectives contenues dans nos sources. Et ce, sans générer de peur ou de panique. D'accord, décortiquons tout cela. Pour vraiment comprendre la crise actuelle, je pense qu'il faut revenir à ce qui s'est passé physiquement sur le terrain entre le 25 et le 26 avril. C'est le point de bascule, oui. On parle d'un front immense de Bamako à Kidal. C'est une ligne de 1200 km. Des villes clés comme Gao, Menaka, Sévaré et Kati ont été ciblées presque en même temps. Ce qui nécessite une coordination logistique terrifiante. Terrifiante, voilà le mot. Et ce qui choque les analystes dans les rapports, c'est cette alliance tactique inédite. On voit le GNIM, qui est affilié à Al-Qaïda, s'allier avec les séparatistes Touaregs du Front des libérations de l'Azawad. Le FLA, oui, c'est une alliance totalement contre nature sur le plan idéologique. C'est comme voir deux factions rivales historiques qui mettent soudainement leurs différences de côté pour assiéger le château central. C'est fascinant et inquiétant. Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette évolution. Le GNIM est passé de, disons, un simple harcèlement rural à une véritable pression stratégique sur les infrastructures de l'État. Oui, ils imposent même des blocus sur les routes menant à Bamako maintenant. Et il réclame ouvertement l'instauration de la charia. Mais l'impact le plus majeur de cette offensive de fin avril, c'est au cœur même du pouvoir. Oui, la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Camara. Il a été tué dans un attentat au véhicule piégé, et pas n'importe où, à Kati. Kati, qui est le grand camp militaire, le véritable centre névralgique de la junte. Et juste après ça, le chef de la junte, Assimi Goïta, disparaît de la circulation pendant un bref moment. Ça semait un doute immense, avant qu'il ne réapparaisse pour s'autoproclamer ministre de la Défense. C'est une réaction de crise typique pour recentrer le pouvoir. Mais les sources soulèvent un point crucial. L'implication présumée de soldats maliens de l'intérieur dans l'attentat de Kati. Et ça, c'est la grande question que je me pose en lisant les notes. Comment une attaque coordonnée sur plusieurs nœuds, avec potentiellement 12 000 militants selon certains rapports, a-t-elle pu échapper totalement aux services de renseignement? C'est la question que toutes les chancelleries se posent. L'infiltration interne semble être la seule explication plausible pour l'attentat de Kati. On ne rentre pas dans un camp sursécurisé sans complicité. Donc le renseignement malien est complètement fracturé. Fracturé et aveugle. Et si Bamako a tremblé, dans le nord, c'est le contrôle territorial tout entier qui a basculé. Parlons-en, du nord. Les rapports confirment la chute de Kidal, mais aussi la perte de Tessalit. Tessalit, c'est une base militaire stratégique avec un aéroport juste à côté de la frontière algérienne. C'est un verrou majeur. Et ce qui est incroyable, c'est que les forces armées maliennes et les paramilitaires russes de l'Afrique Corps s'en sont retirés. Sans livrer de bataille décisive, oui. Mais attendez, si les forces paramilitaires russes ont été appelées spécifiquement pour combler le vide laissé par les Français et la mission de l'ONU, ce retrait ne remet-il pas totalement en question l'efficacité de leur mission principale? C'est une contradiction flagrante. Ce repli a d'ailleurs gravement endommagé la crédibilité de l'axe entre Bamako et Moscou.
Et comment communique-t-il là-dessus? Eh bien, l'Afrique Corps évoque un, je cite, repositionnement tactique, Un terme très policé. très clinique. Alors qu'en face, les rebelles célèbrent ce qu'ils appellent une libération du territoire. C'est une guerre de communication. J'ai quand même noté que l'armée malienne a récemment réoccupé le poste frontalier de l'Abezanga avec le Niger. Oui, c'est une tentative de montrer qu'ils restaurent l'autorité de l'État quelque part, pour limiter la casse psychologique. Mais l'effondrement de la sécurité au Mali ne s'arrête pas aux frontières. Il y a un véritable effet domino dans toute l'Afrique de l'Ouest. Si l'on relie cela à la situation globale, on voit bien que la région entière fait face à un vide sécuritaire immense, surtout après le retrait de la CEDEAO par les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. D'ailleurs, comment l'AES, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso, réagissent-ils à ces attaques en terre? Les rapports mentionnent des campagnes aériennes conjointes. Ils auraient neutralisé environ 200 militants ces derniers jours. C'est une réponse militaire forte. J'ai aussi lu que le Niger a décrété une journée nationale de jeunes le 4 mai, en solidarité. C'est un symbole politique fort d'unité, oui. Mais pendant ce temps, l'inquiétude grandit chez les voisins. Les experts au Nigeria tirent la sonnette d'alarme. Ils craignent un débordement vers le nord-ouest et la zone du centre-nord de leur propre pays. Et cette crainte est justifiée. Le contexte sécuritaire élargi est très sombre. On a vu une attaque mortelle de Boko Haram ou de l'ISWAP sur l'île de Barkatolorum au Tchad. Oui, 23 soldats tchadiens tués, c'est énorme. Et à cela s'ajoute la disparition mystérieuse de 2 soldats américains au Maroc lors de l'exercice multinational African Lion. Tout semble s'embraser en même temps. Et ce qui me frappe, c'est que cette guerre ne se joue pas seulement dans le désert ou dans les bases militaires. Elle se joue aussi sur les écrans. Exactement. Il y a une bataille de l'information féroce, en ligne et au niveau géopolitique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on regarde l'analyse des sentiments sur le réseau X, la division est totale. Les données sont très claires à ce sujet. Vous avez observé les mêmes tendances que moi sur les comptes pro-junte. Oui, des comptes très alignés avec la junte et la Russie, qui sont dans une défiance absolue. Ils célèbrent les moindres patrouilles de l'Africa Corps. Et ils rejettent systématiquement la faute sur les Occidentaux. C'est ça, ils accusent ouvertement la France et même l'Ukraine d'armer les terroristes. C'est un narratif très puissant. Mais de l'autre côté, le grand public, les vrais utilisateurs, expriment une peur immense. La peur d'un glissement vers une guerre civile totale, oui. Ils critiquent ouvertement les failles de sécurité de l'État. Et au Nigeria, c'est un mélange de sympathie pour les soldats envoyés au front sans équipement et de colère contre le gouvernement. Et au milieu de cette polarisation, les autres puissances internationales avancent leurs pions. Comme la Turquie? Tout à fait. La Turquie profite de ce vide sécuritaire pour étendre son influence. Ils vendent des drones, ils proposent des formations militaires au Mali. Pendant ce temps, la France est toujours pointée du doigt. L'AES l'accuse de déstabilisation et Paris conseille désormais à ses ressortissants de quitter le Mali. Ce qui marque une vraie rupture diplomatique. Et on observe aussi une restriction croissante de la presse. Le Burkina Faso vient par exemple d'interdire la chaîne TV5 Monde. Je vois ça comme une stratégie très claire. Cette rhétorique anti-occidentale, c'est un peu un rideau de fumée politique, non? Ça permet aux juntes de maintenir la solidarité de la population face à un ennemi extérieur, malgré leur perte territoriale sévère. C'est un mécanisme de survie politique classique, mais très efficace dans ce contexte post-colonial. Bien. Nous avons cartographié le chaos des dernières semaines. Maintenant, essayons d'anticiper. Quelles sont les prochaines étapes concrètes? Quels sont les indicateurs d'alerte précoce que notre audience devrait surveiller? L'analyse nous donne plusieurs éléments clés. Le premier, et peut-être le plus crucial, c'est la solidité de cette alliance contre nature entre les séparatistes Touaregs et le JNIM. Le FLA veut l'autonomie, le JNIM veut la charia globale. Exactement. La question est, quand cette alliance va-t-elle se fracturer? Dès que les combats contre l'armée malienne vont ralentir, leurs différences idéologiques vont refaire surface. Un combat fratricide semble inévitable. Et le deuxième point à surveiller? C'est l'imposition par les djihadistes d'une autorité de l'ombre. Il faut regarder s'ils mettent en place une gouvernance locale, comme la taxation ou la justice, dans les territoires qu'ils ont conquis. S'ils arrivent à fournir des services de base, même brutaux, ils vont s'ancrer profondément dans ces régions. C'est le grand danger de la guerre asymétrique. Troisièmement, il faut surveiller la politique intérieure à Bamako. À cause des complicités lors de l'attaque de Kati? Oui,
Les soupçons de complicité interne vont très probablement mener à de potentielles purges au sein de l'armée malienne, ce qui pourrait paralyser la chaîne de commandement. Une armée qui se méfie d'elle-même a du mal à combattre l'ennemi. Et enfin, le quatrième indicateur, c'est l'évolution des opérations militaires conjointes de la USES. Comment Maliens, Nigériens et Burkinabés vont réussir à se coordonner sur le long terme? Cela soulève une question importante. Ont-ils vraiment la capacité de coordonner leurs efforts de renseignement sans le soutien technologique des puissances occidentales traditionnelles? C'est tout l'enjeu des prochains mois. Pour terminer cette analyse, je sais que vous vouliez partager une réflexion un peu provocatrice pour notre audience. Oui, c'est une question que l'on doit se poser en regardant l'histoire récente du Sahel. Je vous écoute. On a vu des interventions militaires étrangères successives, les Français avec Barkhane, les forces de l'ONU et maintenant les Russes. Et toutes finissent par se heurter à des impasses territoriales ou se retirent face à la résilience de l'insurrection. C'est un schéma qui se répète inlassablement. Alors, la solution ultime ne réside-t-elle pas dans une refonte totale des modèles de gouvernance locale au Mali, plutôt que dans un simple changement de partenaires militaires internationaux? C'est une excellente question, très profonde, que l'on laisse à ceux qui nous écoutent le soin de méditer. Le problème est peut-être fondamentalement politique avant d'être militaire. J'en suis convaincu. C'est ainsi que se termine notre exploration d'aujourd'hui. Avant de nous quitter, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir accès à ce niveau d'analyse au quotidien, Stylo News est une application mobile et de bureau que vous pouvez utiliser personnellement. Elle permet de générer vos propres notes d'information, rédigées exactement comme des notes de renseignement, à partir de centaines de sources traditionnelles et du réseau X. C'est un outil formidable pour personnaliser son actualité sans subir le bruit constant des réseaux. Nous invitons chaleureusement les personnes qui nous écoutent à s'abonner pour obtenir des actualités à la demande, propulsées par l'IA, directement sur www.stylonews.com. C'est vraiment la meilleure façon de rester informé objectivement. Un immense merci à notre audience pour votre écoute attentive sur un sujet aussi dense. N'hésitez pas à nous suggérer des thématiques pour nos futures explorations approfondies. Oui, vos retours sont précieux. Et pensez à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés pour ne rien manquer. Passez une excellente journée et à très bientôt pour un nouveau décryptage.